Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour La Voix est libre. Ma maison est-elle bien habillée pour l'hiver? C'est le thème de cette émission spéciale. Alors que le froid arrive, eh bien, comment réduire sa facture d'énergie? Quels travaux entreprendre? Quelles sont les aides financières possibles? On en parle dans un instant avec nos différents invités. Vous savez que vous pouvez réagir durant cette émission sur les réseaux sociaux. Le mot-clé s'affiche sur votre écran, hashtag F3 Lorraine. Alors, avant d'engager le débat, voyons ensemble cette expérience unique en Lorraine. À Villers-les-Nancy, des habitants d'un lotissement se sont réunis en association et se sont lancés dans la rénovation de leur habitation. Objectif, passer de maisons des années 70 très énergivores à des maisons hyper performantes. Et le tout grâce au travail d'une société coopérative, Clérieux Éco-Rénovation Solidaire. Et ça marche. Voyons le reportage de Marion Feutry et René Elkaïm. Par ce mur, la chaleur sort de votre maison. Donc le gaz que vous payez, le bois que vous mettez dans votre cheminée pour chauffer votre maison, il y en a une grande partie qui ressort. Le diagnostic de la caméra thermique est sans appel. Cette maison de 40 ans d'âge est mal isolée, bonne à rénover. Si on regarde la fenêtre, maintenant, là, ça c'est carrément catastrophique. Là, on est vers des températures de parois aux alentours de 12-13 degrés. Donc, on ressent très fort ces zones froides et c'est très désagréable. Conséquence, c'est toutes les économies du propriétaire qui partent en fumée. 2 500 € par an pour se chauffer. On sait que nos maisons sont des épaves thermiques, plus ou moins. On sait à quoi il faut arriver pour à la fois être confortable et à la fois permettre de lutter contre le réchauffement climatique et de gagner en autonomie énergétique. Mais comment y arriver, c'est toute la question. La réponse tient en 2 mots, rénovation collective. C'est ce que propose une société coopérative créée par les habitants du quartier. Le propriétaire de cette maison est l'un des premiers à avoir bénéficié de cet accompagnement. On s'est occupé de l'isolation extérieure. Donc on a mis les poutres en lit, on leur fait une ossature, on leur fait un manteau autour de la maison pour insuffler de la ouate de cellulose à l'intérieur. Ensuite, on s'occupait du toit. Après 6 mois, les travaux sont presque terminés. Des fondations aux fenêtres en passant par le système de chauffage, c'est le bâtiment tout entier qui a été rénové. Promesse de confort et d'une facture d'énergie divisée par 10. Là, on sent directement que c'est vraiment isolé, quoi. C'est point de vue humidité, tout, la température des murs et tout. On sait qu'on n'aura pas froid cet hiver. 80 000 € d'investissement plus les aides de l'État et des collectivités. Voilà comment ce pavillon des années 70 s'est transformé en bâtiment basse consommation hyper performant. On n'a presque plus de perte de chaleur par les murs. Et on a une sensation de confort qui est très élevée, même alors qu'il ne fait que 17 degrés. Un test thermique à faire pâlir les habitants des 1300 autres maisons du lotissement. Une vingtaine sont déjà intéressés par un projet de rénovation, convaincus qu'avec l'augmentation du prix du gaz, il ne faudra compter qu'une vingtaine d'années avant un retour sur investissement. Nos invités, Fabien Collet, bonjour, de Clérieux Éco-Rénovation Solidaire. Vous nous direz justement bien où vous en êtes dans ce grand projet. Avec nous est venu nous rejoindre Thibaut Dille, bonjour. Vous êtes conseiller info énergie à Nancy. Combien êtes-vous en Lorraine, par exemple? On est une quinzaine. C'est pas beaucoup, si? Ça pourrait être mieux. Stéphanie Belcourt, vous êtes architecte, membre du collectif Les Architectes. Vous nous direz bien pourquoi faire appel à un architecte quand on pense à faire de la rénovation énergétique? Quelles sont les difficultés rencontrées justement par les citoyens, les nouveaux matériaux, les conseils? Et puis Arnaud Friedman, vous êtes directeur de la Maison de l'Emploi de la Déodacie. On parlera ensemble d'une opération qui s'appelle Habiter mieux en Déodacie, un programme de rénovation unique en Lorraine. Et on verra justement pourquoi. Vous nous direz justement pourquoi cette opération permet également de sauver des emplois. Tout d'abord, je vais vous demander une réaction au reportage qu'on vient de voir, Fabien Collet. 80 000 €, c'est énorme comme investissement. Oui. J'ai le temps de payer un certain nombre de factures de gaz et d'électricité avec cette somme. Oui, bien sûr, mais globalement, sur votre facture de rénovation, vous avez, ça correspond à la consommation énergétique sur les 20 ans à venir. Donc vous êtes quand même gagnant, le retour sur investissement est peut-être long, mais ça correspond à vos factures énergétiques sur 20 ans. Et à côté de ça, vous avez un confort qui est immédiat. Une fois l'isolation terminée, le chauffage en route, vous avez un confort qui est immédiat. D'ailleurs, l'usager, lui, vous l'a confirmé. Vous rentrez dans la maison et vous êtes en total confort.
Alors, est-ce qu'on compte à peu près 1,1 million de logements en Lorraine? Est-ce qu'on a une idée de l'état du parc et de la qualité énergétique des logements? Stéphanie, par exemple, on sait s'il y a beaucoup de logements qui sont très énergivores? Aujourd'hui, la majeure partie du parc immobilier est à rénover. Puisqu'il y a un grand nombre de constructions qui datent d'avant-guerre ou des années 60-70, quand il y a eu la grande vague de construction d'après-guerre, avec les lotissements et notamment tout ce mitage de pavillons qui sont pas ou très très peu isolés. Comment on sait si sa maison est bien ou mal isolée? Il suffit de regarder sa facture d'énergie, se fier au prix de la facture, mais on peut aussi regarder les kilowattheures, la quantité d'énergie qu'on consomme par an. C'est indiqué sur la facture, divisé par les mètres carrés que vous chauffez, et vous avez le ratio de kilowattheures par mètre carré. Vous pourrez vous situer sur l'étiquette énergie qu'on connaît tous. Sur les électroménagers, c'est pareil, la maison est concernée. Et se placer dans cette étiquette énergie, on va dire qu'entre A et D, c'est bien, au-dessus de D, on peut faire mieux. Alors justement, par exemple, les particuliers qui vous consultent, la plupart du temps, ils veulent se lancer dans ce type de rénovation complète ou au contraire, ils viennent vous voir pour changer une chaudière? Et pas forcément. On va dire que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui s'exprime de plus en plus et qui a la volonté d'améliorer le confort global de sa maison. On le disait tout à l'heure, le confort n'a pas de prix. Le retour sur investissement sur 15 ans, c'est quand même pas beaucoup. Plus l'énergie va augmenter, plus ce temps de retour sur investissement diminue. Donc les gens sont de plus en plus sensibles à l'approche globale de la rénovation énergétique. Ils ont raison, c'est plus performant et c'est mieux aidé par les aides financières. Certes, mais comment on fait des économies d'énergie quand on est en précarité énergétique? Quand on voit par exemple les travaux à rénover 80 000 €? Alors 80 000 €, c'est l'état d'une rénovation pour Complète. amener la maison à un niveau BBC avec des sommes moindres. Si je prends l'exemple du programme qu'on mène sur les territoires autour de Saint-Dié-des-Vosges, en Déodacie, on est sur un montant moyen de travaux pour des personnes en très grande précarité de l'ordre de 25 000 € et qui permettent d'avoir des isolations qui sont conséquentes et une amélioration très nette de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment. Et il y a tout un dispositif d'aide publique qui vise justement à ne pas faire qu'une intervention ponctuelle sur un type de travaux dont on sait qu'elle sera très vite annulée par l'augmentation des prix de l'énergie. L'objectif étant d'inciter les personnes, y compris celles qui ont les plus grandes difficultés financières, à aller vers des rénovations globales du bâtiment. Avant de parler de rénovation, il y a des gestes simples à faire ou à ne pas faire justement quand on veut économiser l'énergie? J'allais vous le dire, c'est un potentiel énorme d'économie d'énergie qui peut atteindre 30 à 40% sur la facture, ce qui n'est pas négligeable, sans investissement. C'est une question d'usage et de comportement. On va généraliser par du bon sens, en utilisant l'énergie là où il faut, quand il le faut, avec juste ce qu'il faut. Un ou deux exemples? Faire des réduits de chauffage fait beaucoup économiser sur la facture, 20% de potentiel d'économie d'énergie en réduisant les températures la nuit ou quand on s'absente. 1 degré nous fait gagner combien sur sa facture à peu près? 7% à 10% en moins sur la facture. Un deuxième geste, on va dire, sur l'eau chaude sanitaire, donc essayer de limiter les quantités d'eau consommée, d'eau chaude, avec des mousseurs, des limiteurs de débit sur les douches et les robinets. Troisième geste qui est important parce que nos équipements électroniques et électriques équipent de plus en plus nos logements, essayer de couper les veilles quand l'appareil ne fonctionne pas. Donc ça, c'est pas forcément pour le chauffage, c'est pour l'énergie en général. La première chose quand on veut, par exemple, se lancer dans les économies de chauffage, c'est de faire le bon diagnostic. C'est là toute la difficulté, non, Stéphanie Belcourt? Alors, ce n'est pas une difficulté, puisque en réalité, aujourd'hui, il y a des audits énergétiques qui ont été mis en place, et notamment ici, dans le cadre du plan climat-énergie. Donc, il y a des bureaux d'études, comme on a vu dans le reportage, la personne avec sa caméra thermique. Donc il y a des bureaux d'études thermiques qui sont spécialisés, qui vont venir faire ce qu'on appelle un audit, donc un bilan de la construction existante. Donc
en termes d'isolation et aussi d'étanchéité à l'air, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est important aussi pour la thermique. Et c'est la première chose à faire, c'est de faire un petit peu un audit thermique. Il faut commencer par là? Bien sûr, il faut commencer par cet audit pour pouvoir prendre en considération quelle épaisseur d'isolation on va mettre en œuvre. Donc, et là, il faut que ce soit un bureau d'études qui le fasse, ou on peut le faire soi-même en louant une caméra thermique. C'est possible ça ou pas? La caméra thermique ne va pas vous préconiser des solutions techniques, va vous mettre en évidence des températures de parois froides ou chaudes. Donc l'accompagnement d'un architecte bureau d'études thermiques est important. Combien coûte en moyenne une étude thermique? Un audit comme ça? Oui. Ça tourne autour à peu près de 2 000 euros, 800 000 euros, un audit énergétique fait par un bureau d'études thermiques. Voilà. Là, c'est vraiment pour faire le bilan de l'État et ensuite faire un certain nombre de scénarios, on va dire, pour proposer des options de prescription et de bouquets de travaux à réaliser. On peut récupérer une partie de cette somme, parce que 1 000 euros, c'est quand même une somme importante. La région Lorraine, le Conseil régional de Lorraine aide à 80% les audits énergétiques à condition de répondre à leur cahier des charges et de postuler à l'appel à candidature. Et dans le cadre du programme que nous mettons en place, Habiter mieux en Déodacie, cet audit est pris en charge intégralement dans le cadre d'un programme global. Alors ça s'adresse à des catégories de public en très grande précarité énergétique, mais l'audit est pris en charge en totalité parce qu'on considère que c'est un préalable indispensable à la mise en place de travaux et notamment à l'évaluation après les travaux de l'impact réel sur la consommation et sur les économies d'énergie. Et de manière globale, tout ce qui concerne la rénovation des bâtiments, c'est des nouvelles manières de travailler pour l'ensemble de la filière. Et le fait justement d'avoir un audit qui est réalisé en partenariat avec les entreprises qui vont intervenir sur le chantier, ça permet d'avoir une approche globale des travaux à réaliser. On vous a vu sur le chantier, Fabien Collet. Quels sont les conseils que vous donnez justement aux particuliers qui veulent se lancer dans cette rénovation énergétique? Le premier conseil que vous donnez une fois qu'on a fait le diagnostic? Il faut commencer par quoi? Par un mur, par les fenêtres, par le toit? Non, tout le monde le sait, la chaleur monte. Donc premièrement, la première phase, ce serait de refaire sa toiture correctement, dans le cas où on ne parle pas de rénovation globale. Mais il faudrait favoriser la rénovation globale pour éviter le nombre d'erreurs entre chaque phase d'isolation de la bâtisse. Ainsi, donc rénover, refaire sa toiture et ensuite prendre les seconde phase de façade. Stéphanie Bellecourt, faire appel à un architecte, ce n'est pas forcément la première personne à qui on pense quand on veut rénover sa maison. Bien souvent, on fait appel à un architecte quand on veut la construire ou l'agrandir. C'est vrai que culturellement, en France, la démarche du particulier n'est pas de s'adresser à un architecte pour une rénovation énergétique. Malgré tout, même si on parle de rénovation thermique pure, c'est-à-dire sans qu'il y ait réellement de projet de conception qui va avec, l'architecte a toute sa place, puisque une rénovation thermique, c'est quelque chose qui est complexe. Il va falloir gérer plusieurs corps d'État, gérer déjà en amont des prescriptions, qui soient cohérentes. Et ensuite, au moment du chantier, établir un certain nombre de détails d'exécution, parce que la mise en œuvre est cruciale et essentielle. Vous en rendez compte, par exemple, sur des chantiers où des fois, il y a des choses qui ont été faites et qui n'ont pas forcément été faites dans les règles de l'art? Oui, oui, malheureusement. Vous avez peut-être des exemples? Oui, bien sûr. Bien sûr, malheureusement. Ouais. Non, mais effectivement, la problématique, c'est que y a des particuliers qui veulent se lancer, j'ai envie de dire, tout seuls dans l'aventure, sans même avoir fait déjà de bilan sur la maison. Donc, ils vont s'adresser à une entreprise, par exemple, de menuiserie extérieure pour remplacer ces fenêtres. Et puis, malheureusement, qui n'est pas forcément bien conseillé, ou même qui n'a pas de démarche globale. Donc, les fenêtres vont être remplacées, sans penser que peut-être dans 2 ans, on va faire une isolation thermique par l'extérieur. Sans penser donc à tout ça, on va remplacer les fenêtres, on va les poser sur les dormants existants qui sont maintenus en place, par exemple. Donc on a des bonnes fenêtres sur un cadre qui n'est pas thermiquement performant, où on a une jonction mur-dormant qui est mal gérée, avec des problèmes d'étanchéité à l'air. Donc le bénéfice du remplacement des fenêtres, il est divisé, je sais pas, de moitié. Donc on fait des travaux, on croit faire des améliorations, et en réalité, c'est pas bien pensé.
et c'est pas bien mis en œuvre, et le bilan, il est plutôt négatif. Donc c'est là où effectivement le bilan initial est crucial et où effectivement une réflexion globale est importante, même si les travaux sont phasés après ultérieurement. Mais si on sait où on va, qu'on va commencer effectivement peut-être par isoler sa toiture, que le jour où on remplace ses fenêtres, on sait qu'on va faire une isolation thermique par l'extérieur, de quelle épaisseur on va pouvoir préparer, je veux dire, voilà, les tablettes de fenêtres. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que si je change mes fenêtres et que je ne fais pas une isolation, ça ne sert pas à grand-chose. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que si vous remplacez vos fenêtres, c'est bien d'avoir une vision sur le moyen terme, on va dire, des autres travaux que vous allez réaliser par la suite pour pouvoir anticiper et faire les choses en ayant déjà préparé, on va dire, le terrain par rapport aux autres travaux. Et pas être obligé de recommencer ou de refaire ou de déposer des choses qui ne sont pas adaptées aux travaux ultérieurs. Par exemple, une toiture, vous allez conseiller quoi aux particuliers? Il faut isoler sa toiture en premier. On met quoi, 30 cm, 40 cm d'isolant? Enfin, le particulier ne sait pas forcément comment faire. Nous, dans notre cas, on est à 40 cm d'épaisseur de ouate de cellulose, mais après, nous, on rénove en bâtiment basse consommation. Donc après, il y a la RT 2012 qui vient décider le minima à mettre en épaisseur d'isolant, de matériaux isolants. Donc après, ça va être le choix du client en fonction de ses moyens et puis de ce qu'il souhaite avoir en isolation. C'est là toute la difficulté, j'imagine, pour conseiller les particuliers. L'avantage, c'est que les aides financières qui financent des travaux d'économie d'énergie fixent des valeurs garde-fous à atteindre. Donc on a une certaine exigence en termes d'isolation et donc de performance pour obtenir les aides. Et heureusement, les aides financières, comme le crédit d'impôt, qui est la plus connue, exigent des performances qui se rapprochent en effet de ce qu'on met aujourd'hui en œuvre en RT 2012, qui ne concerne que le neuf. Un mot justement sur les aides financières, parce que quand on voit les coûts d'une rénovation, c'est important, 80 000 €, on voyait l'exemple. Quelles sont les aides financières auxquelles le particulier peut prétendre? Alors, rapidement, parce que c'est très complexe. C'est très compliqué. Tout porteur de projet sans condition de ressources et en faisant un seul type de travaux peut prétendre à un crédit d'impôt et à des primes énergie qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont des primes offertes par les fournisseurs d'énergie. Crédit d'impôt, c'est 30%, c'est ça? 30% sur la dépense éligible, TTC. Après, les aides vont financer les projets plus globaux en bouquet de travaux. Un bouquet de travaux, c'est au moins 2 travaux d'économie d'énergie, 3, 4. Donc on a des éco-prêts de l'État, des prêts à taux zéro sur 10 ou 15 ans. On a des primes, des bonifications de l'État sur ces bouquets de travaux. On peut avoir des aides de l'ANA sous condition de ressources. Donc pas mal de dispositifs et l'idéal, c'est d'atteindre donc le basse consommation et de se faire accompagner par la région Lorraine via le contrat climat-énergie qui peut apporter jusqu'à 15 000 € sur l'investissement. C'est difficile de s'y retrouver. Arnaud Friedman, par exemple, pour les citoyens en difficulté, comment faire pour se retrouver dans ce dédale d'aide? Vous avez trouvé une solution, vous? C'est justement par rapport à cette difficulté à la fois de s'y retrouver dans le maquis des aides et puis d'être bien informé sur les travaux à réaliser qui soient le plus pertinents possible, surtout pour les personnes dont on sait qu'elles ont peu de moyens à mettre dans la rénovation. C'est pour ça qu'on a mis en place une structure qui accompagne un programme national, qu'est le programme Habiter mieux, qu'on a voulu renforcer sur notre territoire en faisant en sorte que chaque personne qui nous contacte, après avoir vérifié s'il était éligible aux aides de l'ANA, ça s'adresse à des personnes sous condition de revenus, c'est bien une spécificité de ce programme-là. On a une personne qui fait un accompagnement administratif et financier pour le montage des dossiers, pour l'aide au remplissage de tous les papiers qu'il faut remplir. Et puis on a également un autre collègue qui intervient sur un accompagnement plus technique, c'est-à-dire qui aide les personnes à analyser des devis, qui les conseille sur les travaux et qui fait également le lien entre les différents corps d'entreprises qui interviennent pendant les travaux. Ça veut dire que vous vous déplacez sur le chantier? Voilà, on peut se déplacer sur le chantier pour accompagner les entreprises. Le but, c'est d'avoir aussi une démarche pédagogique auprès des entreprises pour les aider à mieux travailler ensemble dans le cadre des réglementations du Grenelle de l'environnement qui demande aux entreprises, aux différents corps de métier d'intervenir en complément et pas en détruisant les uns les autres les interventions de celui qui est passé avant.
D'accord. Et sinon, pour les familles modestes, là, pour les aides, là aussi, vous les aidez à décrocher le maximum d'aide? Le but étant de multiplier les aides pour amener les personnes à Mais il faut qu'ils avancent l'argent ou pas? Non, justement, on a mis en place un fonds de préfinancement, c'est-à-dire que les différents financeurs nous versent les aides par anticipation, ce qui permet aux particuliers de ne verser que son reste à charge. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple du coût moyen des rénovations qu'on a fait. On en a fait plus de 250. On est sur 25 000 euros de travaux. Le cumul des aides, en moyenne, est de l'ordre de 17 000 euros. Donc il reste 7 000 euros aux particuliers à avancer et il n'a avancé que cette partie-là. C'est donc un énorme plus pour les personnes en difficulté. Et pour les familles qui ne peuvent pas bénéficier de ce service gratuit, c'est-à-dire qui ne sont pas assez pauvres, j'ai envie de dire, il y a quelque chose pour elles? Il y a les aides qu'on appelle les aides de droit commun, les aides classiques qui sont réservées, qui sont mises en place par l'ANA, par la région Lorraine, par le département parfois, donc par les communautés de communes. Et donc on insiste, je pense, tous les quatre sur la nécessité d'avoir un interlocuteur qui vous aide de manière à ne pas se lancer dans des travaux de manière un peu anarchique. On sait aussi que c'est un sujet qui est à la mode et qu'il y a beaucoup de démarchage qui est fait auprès des particuliers et on peut être tenté de se lancer dans une aventure de rénovation qui peut parfois avoir des résultats négatifs, d'où l'intérêt d'avoir des structures qui accompagnent dans la globalité de la rénovation et qui donnent des conseils précis aux particuliers. Vous, par exemple, sur Saint-Dié, quel est l'objectif de maisons à rénover ou de logements à rénover? Alors, on est sur un objectif annuel pendant 5 ans de rénover 152 logements pour des personnes en situation de précarité énergétique. Les foyers qui sont dits très modestes selon les critères d'éligibilité. Et au total, il y aurait par exemple sur ce secteur-là combien de logements à rénover? Parce qu'il y a combien? 100 000 habitants sur le bassin? Oui, sur le territoire du pays de la Déodacie, il y a 100 000 habitants et on estime que la plus grande partie du parc, comme disait tout à l'heure l'architecte, est à rénover, puisqu'en plus on est dans un territoire de moyenne montagne, donc avec des climats rudes. Et c'est pourquoi on a déposé un dossier pour justement étendre ce programme d'accompagnement des particuliers pour les personnes en situation de précarité à l'ensemble des habitants du territoire qu'on devrait mettre en place à compter de 2015. D'accord. Dites-moi, comme architecte, quels sont les écueils que vous rencontrez chez les particuliers ou quels sont les conseils que vous pouvez donner aux particuliers, vous? Ça peut être très vaste. En tout cas, par rapport aux problématiques de thermique, il est certain que le premier conseil, ça va être, bien entendu, en fonction des moyens financiers que peuvent allouer les clients, mais d'isoler au maximum. Parce que tout ce qu'on ne va pas consommer, ça c'est certain, ça c'est des gains qu'on va avoir, je veux dire... acquis, et ça pour un certain nombre d'années. Donc plus on va isoler, moins on va consommer et plus on sera gagnant en réalité. Parce qu'après, quelle que soit l'énergie qu'on va utiliser pour se chauffer, c'est une énergie qui est amenée à augmenter. Je veux dire, c'est un nouveau marché pour les architectes? Alors nouveau, j'ai envie de dire pas forcément. En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une actualité, la problématique de l'énergie. Et en tout cas, on peut peut-être dire que c'est un nouveau marché dans le sens où effectivement la construction neuve est en baisse. Je veux dire, je pense c'est d'une manière générale sur tout le territoire parce que effectivement le foncier est très élevé et qu'aujourd'hui un particulier qui avant aurait vendu son bien pour reconstruire ailleurs n'a pas les moyens de le faire et préfère du coup adapter son logement à ses nouveaux besoins. Ouais. Alors, en revanche, est-ce qu'il y a des nouveautés concernant les isolants? Est-ce que maintenant, on a inventé un isolant qui est hyper mince, qui est hyper efficace? Et si oui, lequel? On fait des progrès ou pas? On fait des progrès tous les jours, des nouveaux matériaux. Je veux dire, c'est quand même, ça bouge beaucoup dans le bâtiment par rapport à ça. Il y a beaucoup de recherches. Après, on n'en est pas encore arrivé à pouvoir isoler avec un matériau qui fait 1 cm d'épais. Non, pas encore. Ça viendra peut-être. Après, on a malgré tout des choses un peu innovantes, alors qui ne sont pas forcément pour l'isolation thermique, mais pour l'inertie d'une maison,
qui est quand même aussi un point dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi essentiel dans la globalité de la gestion d'une maison au niveau du confort et aussi au niveau du confort d'été, parce qu'une fois qu'on a bien isolé sa maison, il ne faudrait pas que ça devienne une thermos en été. Donc l'inertie est importante. Alors par exemple, il y a des matériaux un peu nouveaux à changement de phase qui sont sortis depuis quelques années et qui permettent de gérer sur des épaisseurs assez minces cette problématique. Alors Fabien Collet, vous, c'est plutôt la fibre de bois, c'est plutôt la ouette de cellulose, des produits écolos, quoi. Tout à fait, on s'efforce de prendre des produits écologiques. Et donc c'est ainsi qu'on isole en ouette de cellulose, fibre de bois en façade, et ouette de cellulose aussi, et en toiture en ouette de cellulose. Bon, bien sûr, des fois on est confronté à des problèmes, notamment sur le soubassement, où là on ne peut pas mettre des produits, ce type de produit, donc on est obligé de mettre du polystyrène. Mais pour l'instant, à Villers-Clervieux, sur à peu près 1300 maisons, vous en avez isolé combien ? Pour l'instant, on est à 4 maisons, mais le projet vient de voir le jour. L'objectif, c'est de faire les 1300 maisons ? L'objectif, c'est de toucher, de faire baisser les coûts et de toucher au plus près les habitants et de donner accès. C'est une belle opération, c'est aussi une opération humaine. Ah oui, c'est un projet hors du commun, c'est un projet qui mérite de rester au goût du jour le plus longtemps possible. Et nous, l'objectif, c'est de donner accès à un plus grand nombre d'habitants du lotissement de Clerlieu. Alors, un mot avant de se quitter, parce qu'on arrive au terme de cette émission, un mot sur un concours pour économiser l'énergie, dites-nous en plus. Donc, un concours gratuit avec des gestes simples et gratuits, sans investissement, où on peut économiser en effet 40% d'économie d'énergie. Alors, ça dépendra de vous, d'où vous partez. Mais voilà, n'hésitez pas à participer au concours des familles à énergie positive qui démarre le 1er décembre et qui se terminera à la fin de l'hiver, le 30 avril. Plus de 1000 participants en Lorraine l'année dernière. Encore un petit mot, Monsieur Friedman, sur l'emploi. Ça permet de sauver des emplois, par exemple à Saint-Dié, rapidement. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais c'est vrai que tout ce qu'on évoque, c'est une partie d'activité dans un contexte qui est nationalement et localement difficile. Cette activité de la filière bâtiment qui nécessite d'être accompagnée. Et sur notre territoire, on a pu mesurer auprès des entreprises qui travaillent le plus sur ces chantiers qu'elles ont pu maintenir de l'emploi, voire recruter en intérim pour permettre ces rénovations. Merci beaucoup, on arrive au terme de cette émission. Dans un instant, votre journal régional. Excellente journée sur la 3.